Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy, CMO part-time chez Itro, pour parler de restructuration d'offres. Un exercice qui peut faire peur, mais qui est parfois essentiel pour s'adapter aux tendances du marché, atteindre une cible en particulier ou tout simplement améliorer les performances. Dans cet épisode, Jérémy nous partage sa méthode pas à pas pour réussir une restructuration d'offres. Il nous explique ce que signifient ces termes barbares. Quels sont les signaux faibles pour savoir à quel moment il faut réfléchir de restructurer son offre produit. Comment convaincre les stakeholders de faire une restructuration. Les 5 étapes du process. L'importance d'avoir des convictions, surtout quand on est PMM, pour avancer. Les métriques pour mesurer le succès de cette restructuration. Et bien sûr, ses conseils pour y arriver. Bonne écoute! Salut Jérémy, comment tu vas ? Salut Carlotta, ça va et toi? Ça va très très bien, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Fait plaisir partagé, ravi d'être avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nos auditeurs ? Du coup, moi c'est Jérémy Laboulben, je suis directeur marketing chez Itro. Itro, c'est une boîte de consultants qui propose des CMO part-time à des entreprises. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est des boîtes qui n'ont pas forcément ni les moyens ni l'envie de prendre un CMO full-time. Et donc ils font appel à Itro et nous on intervient et notre mission c'est de faire un mois d'audit pour bien comprendre quels sont les enjeux marketing, poser la stratégie et puis ensuite commencer à déployer cette stratégie en mettant en place une organisation cible. Jérémy, tu es là aujourd'hui pour nous parler de restructuration d'offres, un sujet qui est très 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 vaste et en même temps qui est essentiel pour quand on veut réussir à lancer un produit sur un marché ou à le relancer. Donc déjà, la première question que j'ai pour toi, c'est quand on parle de restructuration d'offres, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, vaste sujet que la restructuration d'offres. Ça peut être plein de choses. Si on doit être exhaustif, c'est vraiment revoir la valeur ajoutée du produit, revoir les personas, le competitive landscape avec des battle cards, revoir les USP, revoir ta gamme de produits, comment elle est segmentée et est-ce qu'on peut regrouper telle et telle feature pour restructurer différemment. Et puis revoir le pricing et le modèle de pricing. Donc après, en fonction de ton produit, de là où tu en es, tu peux revoir uniquement le persona parce que finalement le produit répond à des choses bien, revoir uniquement le pricing. Et donc c'est en fonction de là où tu en es en termes de produit, tu vas peut-être ajuster certaines variables. Et comment tu sais quand il faut faire une restructuration et surtout quel type de restructuration tu viens d'en énoncer plusieurs. Comme tu dis, on peut en faire soit uniquement être sur la partie plutôt persona, soit plutôt USP, soit plutôt faire un combo. Est-ce qu'il y a des signaux faibles, des moments où on se dit, en fait, il faut y repenser et il faut se reposer la question? Je pense que dans le product marketing, c'est la chose la plus complexe à voir, notamment parce que effectivement, c'est que des signaux faibles. Moi, j'aime bien m'appuyer sur l'évolution de la génération de leads. Je vais être très B2B dans mon explication, mais combien de leads on génère depuis le site en naturel? Là, ça peut te donner une indication sur, ok, est-ce que mon offre est bien comprise? Est-ce qu'elle répond à un besoin? En tout cas, dans la formulation. Donc, tu as un premier niveau d'info là-dessus. Je pense qu'il y a l'évolution du taux de closing. Et je parle bien d'évolution à chaque fois. C'est pas ton taux de closing qui est important, c'est ok par rapport à il y a un an, est-ce que je close toujours aussi facilement dans les mêmes temps et si je close pas face à qui je perds, enfin, ou est-ce que c'est juste il n'y a pas de solution qui est prise, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est un élément aussi qui est important pour savoir, enfin en tout cas un indicateur qui te permet euh, de te dire il faut que je réfléchisse à mon offre. Tu vas avoir le churn de la même façon. Euh, et là, c'est encore une chose différente. Euh, et donc, moi, j'ai ces métriques-là. C'est mes principaux métriques qui me donnent de l'indication sur, OK, il y a quelque chose à faire à niveau produit. Après, pour moi, le métier de product marketing, c'est d'être à l'écoute et en alerte en permanence. Et donc,
Ça veut dire d'écoute active du marché, écoute active des compétiteurs, des équipes en interne, d'écoute des clients. Et en fait, si tu arrives à maintenir cet état d'alerte constant, normalement, tu n'as plus besoin de faire de restructuration, tu fais de l'optimisation de ton produit. Mais ça peut te sortir de grosses problématiques et te dire, OK, c'est un moment où il faut que je retravaille. Ça, c'est ce que je me posais comme question. Quels sont les principaux challenges avant de se lancer dans ce type de projet? Parce que quand on parle de restructuration, on se dit, bah, en fait, c'est un énorme sujet. C'est comme si on faisait table rase du passé pour tout refaire, alors que c'est pas forcément ça l'objectif non plus. Du coup, comment est-ce que tu l'approches? Parce que toi, tu vas avoir tes métriques, tu vas voir qu'il y a une évolution, des signaux faibles, donc tu vas en parler. Comment est-ce que aussi t'embarques les équipes? Quels sont tes challenges au moment de quand tu dis bah là il y a quelque chose à faire? D'abord, je pense que tu fais bien de préciser ça. C'est pas faire table rase du passé quand on fait une restructuration produit. Et au contraire, je pense que c'est très différent que de lancer un nouveau produit. Lancer un nouveau produit, on part from scratch et donc on a tout à inventer, tout à faire. La restructuration produit, pour moi, de mon point de vue, c'est une erreur de se dire je fais table rase. Ça veut dire que tu as été incapable de tirer un seul enseignement de ce qui s'est passé avec ton produit. Et donc, tu es mal positionné du coup pour faire la restructuration si tu veux faire une table rase. Après, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, je pense que les premières personnes à convaincre quand tu fais ça, c'est les dirigeants. Euh, le, Ça dépend de l'échelle de la boîte. J'imagine que chez Decathlon, il y a peut-être, on n'a pas besoin de convaincre le CEO d'une restructuration produit. Moi, j'ai travaillé beaucoup en start-up de taille humaine et entre, je dirais, en 70 et 100 personnes. La vision produit est quand même très portée par les fondateurs. C'est normal, hein, le produit a été créé par eux, donc ils savent où ils vont et donc il y a besoin de convaincre ces personnes-là. Après, je dirais qu'une fois que eux en sont convaincus, c'est une fois un travail avec les équipes en interne, d'être capable de se montrer à l'écoute, mais de montrer aussi qu'on a les inputs, que ça soit les stats dont je viens de parler, ou que ça soit des infos marchés pour justifier le changement. Et une fois qu'on rentre dans le process de tout le monde est OK, enfin, il n'y a jamais tout le monde, mais une fois qu'on rentre dans le process de on va restructurer l'offre, pour moi, il y a des étapes vraiment à respecter. Combien, je me suis jamais amusé à compter, mais il y a l'analyse collaborative, ce que j'appelle l'analyse collaborative de la situation actuelle, c'est où tu rencontres les équipes. Tu as le competitive landscape, où tu vas faire un travail un peu plus approfondi. Tu vas avoir la phase de structuration de ta nouvelle offre, et je détaillerai ce qu'il y a à l'intérieur, c'est là où il y a le gros du boulot aussi. Euh, Tu as une étape qui est souvent passée, et d'ailleurs, même moi je la court-circuite souvent, mais c'est la partie prototypage test. Et puis ensuite, tu as euh, le déploiement, euh, et c'est là où tu es après à mi-chemin, tu sais, avec les équipes, de faire les plans de com en interne, en externe. Donc là, c'est plus uniquement du product marketing, mais vu que c'est le product marketing qui a créé tout l'ensemble, il y a du sens à ce que cette cinquième étape soit faite aussi par lui. Donc il y a 5 étapes du coup. Et pour moi, enfin, elles sont toutes importantes, mais c'est vrai que celle que je préfère, où je prends vraiment énormément de temps, c'est celle de rencontre des équipes en interne, mais aussi des équipes clients. Cette première phase de, ok, on va comprendre conjointement ce qui se passe, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Donc c'est beaucoup de workshops. Là-dessus, il faut des workshops avec les équipes clients, en groupé et en individuel, parce que il y a des choses que l'équipe va te faire remonter en tant qu'équipe, mais qu'elle n'osera pas te parler en tant que personne. Et donc, d'avoir des workshops où il y a toute l'équipe client, c'est très bien, mais avoir des workshops où on est en one-to-one avec une personne permet de récupérer d'autres inputs. Donc, tu vas faire ça avec tes équipes sales et tes équipes customer success. Tu vas faire ça forcément avec tes équipes produits, en voyant des problématiques qui sont différentes, hein, à chaque fois. Tu vas avoir ça avec l'équipe administrative. Et tu vas avoir ça avec des clients aussi. C'est le plus dur à avoir. Moi, d'expérience,
plutôt encore une fois B2B, euh, c'est compliqué de trouver du temps pour avoir des workshops avec les clients pour qu'ils te parlent de ta solution alors qu'ils en ont probablement 10 autres qu'ils utilisent. Mais c'est important parce que eux ont un discours de vérité et eux ont les vraies problématiques sur lesquelles tu vas vendre. Après, il faut pas les écouter forcément comme parole d'évangile parce que un client va avoir tendance à tirer vers lui ses problématiques, mais je dirais avoir un panel une étude qualitative sur 7-8 clients. Déjà, tu as une bonne compréhension de ton produit, les pain points. Il y a des questions en particulier que tu poses selon les équipes ou des sujets que tu portes? Je suis un très mauvais élève pour ça, mais je prépare assez peu ces réunions-là. Je prépare, quand je dis je prépare assez peu, j'aime bien avoir une bonne connaissance quand même du produit au moins, mais je le fais beaucoup au feeling. Et après, ma question, celle qui revient le plus souvent, c'est toi, qu'est-ce que tu changerais? Si tu as une baguette magique aujourd'hui et faire en sorte que le produit fonctionne mieux par rapport à ton périmètre, qu'est-ce que tu changerais en premier? Et c'est assez intéressant d'avoir les retours là-dessus. Et sur cette partie-là, donc une fois que tu as fait les ateliers, du coup, tu les fais avec chaque équipe et aussi en one-to-one. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas tout recenser et collecter par rapport à tous ces différents ateliers, faire un peu l'effet entonnoir et voir qu'est-ce qui ressort principalement? Comment tu arrives du coup à passer de cette étape 1 à l'étape 2? D'abord, c'est un travail d'itération. Ces rendez-vous-là, bien sûr qu'il y a un effort de condensation, de structuration des informations récoltées. J'essaye dans un premier temps de laisser de côté pour pas que ça me fasse trop guider les entretiens avec d'autres personnes au regard des premiers retours d'expérience que j'ai eus. Donc, je me laisse au moins une discussion avec les 4 entités que je t'ai citées avant de structurer et de me dire, ok, voilà les premiers enseignements que j'en fais. Une fois que j'ai fait ça, effectivement, donc là, je fais les premiers enseignements et je vais rechallenger les autres équipes avec les enseignements que j'ai pu avoir en disant, ok, toi, tu m'as pas parlé de ça. Euh, En revanche, bah tiens, j'étais avec le produit, ils m'ont parlé de ça. Est-ce que pour toi c'est un sujet? Oui, non, pourquoi, etc. Et donc là, tu as ce deuxième travail qui est de réinterroger les gens au regard des premiers retours euh, et qui te permet de structurer un retour d'expérience et au moment, enfin, je pense que c'est un ressenti, mais tu dis, ok, là, je comprends bien ce que m'explique chaque entité. Et tu le comprends bien généralement quand tu vas faire des ateliers où c'est redondant. Toi, en tant que product marketing, tu vois qu'en fait, tout ce qui ressort, tu l'as déjà. Et là, bon, bah, il est temps de passer à autre chose. Quand je parle d'étape 2, et c'est pour ça que je voulais revenir un peu dessus, c'est pas forcément des étapes les unes à la suite des autres. Enfin, au moins une et deux dans la rencontre des équipes et le competitive landscape, c'est 2 étapes qui peuvent se juxtaposer et qui peuvent progresser en même temps. Et du coup, dans cette partie competitive landscape, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Moi, personnellement, c'est ce que j'apprécie le moins dans le métier de product marketing. Alors, c'est hyper enrichissant, mais c'est très fastidieux. Tu vas avoir des remontées de tes équipes sales d'abord, qui te disent, bah voilà, en fait, moi, je suis face à tel compétiteur, face à lui que je perds. Tu vas avoir les clients qui vont te dire, c'est tel compétiteur qui nous fait charner. Tu as les clients qui te disent, bah, c'est eux qui nous démarchent. Donc, déjà, tu as un premier pool de compétiteurs, mais globalement, c'est jamais suffisant. Il faut que tu sois toi capable d'aller en identifier d'autres. Ça, c'est probablement le plus dur, en tout cas de mon point de vue, parce que quand tu pars sur Google avec une recherche sur des mots-clés, en fait, tu peux rater des compétiteurs qui ont peut-être des produits hyper bien, hyper performants, mais qui ne savent pas comment se référencer sur Google et comment être identifié. Et donc toi, quand tu vas chercher avec les mots-clés sur lesquels tu as l'habitude de travailler, bah, tu peux passer à côté de compétiteurs. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper dur et que c'est ce que j'aime le moins parce que j'ai l'impression de naviguer un peu à vue. Euh, donc une fois que tu as fait ça, effectivement que tu as réussi tant bien que mal à identifier tes compétiteurs, il faut bah,
se taper tout le site pour parler de façon très cash, pour détecter la proposition de valeur, essayer de voir à quelle persona il parle, essayer de trouver des éléments de pricing, une façon de vendre. Et si tu es sur un SaaS et que tu as un peu de chance de pouvoir essayer de t'inscrire pour tester toi-même le produit. Ça, c'est plus cool. Parce que c'est toujours modulo la façon dont ton compétiteur va formuler sa proposition de valeur sur le site. Mais intellectuellement sur ton produit, ça te fait réfléchir sur, tiens, il y a tel mot-clé qui est intéressant, il y a telle façon de se positionner, et telle persona euh, peut être intéressé par telle proposition de valeur. Et donc je pense que c'est un moment qui te nourrit pour l'étape qui, en revanche, elle vient après, qui est l'étape 3 qui est la construction de l'offre. Et du coup, pour passer à cette étape 3, là, je me posais une question, c'est au début, tu nous parlais des différents types de, quand on parle de restructuration d'offres, de quoi on parle, ça peut être du persona, du pricing, etc. Est-ce que c'est après l'étape 1 et 2 que tu dis, bah, en fait, le problème, il est sur le pricing, par exemple, et donc on va travailler le pricing, ou est-ce que c'est dès le début où tu pars avec des hypothèses que tu valides après? Tu as toujours des hypothèses, enfin, tu vois, genre, tu as le biais cognitif de te dire, alors, j'essaie de le moins possible être influencé par ce que je pense. Naturellement, tu as certains partis pris qui, en plus, tu travailles dans la boîte, donc même avant d'avoir mené les entretiens, tu as quand même un peu les échos des différentes équipes qui essayent de te guider. Mais je pense que c'est important d'avoir fait les étapes 1 et 2, qui sont un peu une phase d'audit aussi, tu vois, quelque part, pour pouvoir savoir précisément sur quoi il va falloir travailler et sur quoi il va falloir mettre l'accent. Et du coup, cette étape 3, elle consiste, quels sont les objectifs principaux et qu'est-ce que tu vas faire? Les objectifs principaux à cette étape, c'est d'avoir vraiment l'offre produit la plus sexy, la mieux packagée. Ça commence par la rédaction de... Moi, j'aime bien commencer en tout cas par la proposition de valeur. Je le fais un peu à l'envers. Normalement, il y a le... Alors, je le fais en même temps que le persona. Il y a cette partie persona, mais pour moi, en fait, quand tu as un produit, d'autant plus un produit tech qui est développé, tu peux pas l'enlever du rayon et en mettre un autre. Et donc, quelque part, ta proposition de valeur, elle reste un peu la même. Ce qui va changer, c'est ta façon de la présenter. Et donc, je le fais conjointement avec les personas. C'est vraiment les deux premières choses que je fais. C'est qui est de me dire, OK, à qui je m'adresse, quels sont les pain points, quels sont les challenges, de qui dépend dans l'entreprise. Typiquement, moi, dans mon précédent job, on travaillait avec des équipes CRM. Bon, ben, on savait que tu as le manager CRM, qui est en fait la personne qui va utiliser ton outil, donc qui est un personnage hyper important et qu'il faut convaincre, mais va falloir convaincre par la simplicité de l'utilisation de l'outil, par le support des équipes, etc. Puis tu vas avoir le C-level, qui est le C-level CRM, et qui lui va falloir convaincre avec ton pricing, il va falloir le convaincre avec la plus-value que tu apportes en termes de conversion, de chiffres générés, etc. Mais donc c'est des éléments différents, pourtant c'est deux personnes au CRM, juste c'est un niveau hiérarchique qui change. Et puis tu vas avoir, encore une fois, je prends cet exemple-là, mais nous, on était une solution qui permettait d'envoyer des SMS. Généralement, tu t'interfaces avec un outil CRM qui gère la relation client. Bon, ben, tu travailles aussi avec les équipes techniques. Et donc là, avec les équipes techniques, c'est des gens où il faut qu'il y ait de la documentation qui soit précise sur ton produit pour l'intégrer, qu'ils aient l'impression que ton API, elle est bien rédigée correctement. Et donc, c'est notre logique. Donc, il y a ce travail de persona et de proposition de valeur par persona qui est fait dans un premier temps. Une fois que du coup, que tu travailles les personas, la proposition de valeur, tu le fais de ton côté et après tu le proposes aux équipes. Est-ce que du coup, c'est après que tu te dis, bon, bah, il y a la phase de pricing qui passe. Enfin, est-ce que, peu importe la restructuration, tu travailles typiquement cette partie de persona et d'USP, proposition de valeur? Peu importe la restructuration, non pas forcément. Tu vois, genre si c'est une restructuration pricing, tu n'as pas forcément besoin de retravailler tes personas. Donc ça, c'est vraiment à la suite de ton audit qui va te dire qu'est-ce que je dois faire. Là, je te prenais OK, il y a tout à revoir sans rien jeter. Et encore une fois, c'est important de ne pas faire table rase. Là, je sors d'une mission où typiquement c'était ça. On fait pas table rase parce qu'il y a des modules, il y a une façon de présenter, etc., qui était hyper intéressante. En revanche, il fallait revoir la proposition de valeur, revoir les personas, revoir les USP. Et donc c'est dans cet ordre-là. Généralement, donc je fais premièrement donc les personas, deuxièmement la value propre, troisièmement les USP. Quatrièmement, une fois que tu sais ça, c'est OK, comment
je package l'offre. Et donc, quelle feature avec quelle autre feature? Est-ce que je crée plusieurs packages? Est-ce que je suis en premium? Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu descends sur le pricing, qui est de dire, bon bah ok, le premium va être facturé tant sur un modèle d'abonnement, ou c'est un modèle à la consommation, ou c'est du one shot. Donc c'est comme ça, enfin en tout cas quand tu as tout à restructurer, c'est ça que tu fais. Maintenant, est-ce que tu itères et tu fais des rendus avec les différentes équipes tout au long? Tu peux, c'est pas obligatoire. Enfin, moi j'essaye de le faire au maximum, il faut pas le faire trop non plus. Parce que en fait, il faut être conscient que les gens auront toujours quelque chose à dire. Et si tu es trop dans l'itération, en fait, il y a un moment où tu n'avances plus. Donc c'est hyper important de bien sûr être à l'écoute, mais aussi avoir à un moment tes product marketing, tes convictions et d'essayer d'aller le plus loin possible sans avoir besoin de validation interne. Après, c'est évident que quand tu finis cette partie 3, il y a un rendu auprès de toutes les équipes pour vraiment être sûr que tout le monde adhère et tout le monde partage la même vision. Mais voilà, ça viendra plus à la fin. Cette partie 3, elle est plutôt théorique. Enfin, théorique dans le sens où c'est un travail, encore une fois, de l'ombre et qui n'est pas encore au vu des clients, des prospects. Donc j'imagine que la prochaine étape, c'est de se dire, bah, en fait, on le déploie et on le rend visible. Oui, il y a une étape, comme je te disais, c'est l'étape 4 qui est souvent sautée, tu vois, c'est la partie test. Évidemment, tu le rends visible dans cette partie testing, mais tu le rends visible sur une petite partie. Et cette petite partie, ça peut être, tiens, j'en informe mes clients. Et je vais voir avec un pool de bêta-testeurs clients comment ça fonctionne, comment ils réagissent au pricing, comment ils réagissent aux nouveaux modules. Tu peux l'avoir sur les prospects. Encore une fois, tiens, un pool de prospects, voilà, on va tester le nouveau discours. Moi, je pense que c'est une étape qui est hyper importante, que je trouve qui est sautée, mais qui est hyper importante. Pourquoi? Parce que tu as quand même normalement des revenus qui marchent sur ton précédent produit, même si tu es en train de restructurer, ça veut dire que c'est pas forcément l'Amérique et incroyable, mais tu as quand même des revenus. Si tu changes du tout au tout, mais que tu sors quelque chose qui est pire que ce qui allait déjà pas, ta ligne de revenus, enfin, elle chute complètement. Et c'est un risque qui, normalement, en tant que product marketing, qui a une vision d'ensemble, tu dois être capable de mesurer. Donc c'est pour ça que je pense que cette phase de test sur des petits pools de clients, de prospects, c'est hyper important avant de déployer plus grandement. Tu as une recommandation sur le temps ou sur les métriques à suivre, sur comment tu te dis, tu passes de on teste à on valide ou on itère ou ça marche pas et on retravaille pour après passer sur la partie déploiement. Je pense que le temps dépend énormément de ton cycle de vente et du produit que tu vends. Du coup, je répète beaucoup ça, mais je vendais du SaaS B2B. Nous, les process de vente, c'est 6 à 9 mois. Tes premiers enseignements, tu les auras pas au bout d'un mois et demi, versus je te prends un autre exemple, je fabrique des jouets pour enfants. Bon bah, une fois que le jouet il est en magasin, je pense que le retour il est assez rapide de ça marche pas. Et donc je pense que la temporalité elle est liée à chaque produit et il faut la réfléchir en fonction de ton cycle de vente. Moi après globalement, je trouve que même si tu vends, tu vois, genre des billes et que tu es en magasin pour enfants, je pense qu'avant 3 mois, enfin, les gens qui arrivent à tirer des enseignements avant 3 mois d'expérimentation, je ne sais pas sur quoi les suffisamment de data enfin, concrètes sur lesquelles ils s'appuient. Moi, j'ai jamais réussi en un mois à avoir récupéré suffisamment de données pour avoir des learnings qui soient pertinents. Et je pense que arrivé à 3 mois, voilà, là, soit t'itères, soit tu es prêt à lancer, soit tu lances mais tu sais que tu vas itérer aussi dessus. Et c'est à ce moment-là que tu prends ces décisions-là. Et du coup, une fois que, on va dire que tu as passé les 3 mois, il y a un peu un go-no-go, j'imagine, que tu fais toi avec les parties prenantes pour s'aligner sur le fait qu'on passe à la partie, l'étape déploiement. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des conseils et comment vraiment le passage de la théorie à la réalité se fait? Effectivement, à la fin des 3 mois, tu as le go-no-go. Ça n'empêche pas que pendant les 3 mois, t'as de l'itération quand même. Mais effectivement, à la fin de ces 3 mois, tu as le go-no-go. Et je vais prendre le cas où c'est le go, parce que si c'est no-go, il n'y a pas de problème, t'as pas de déploiement. Pour moi, encore une fois, c'est d'abord l'interne. Parce que si tu veux qu'un message soit bien diffusé à tes clients, il faut que tes employés, enfin, c'est pas mes employés directement, mais que tes collaborateurs maîtrisent les mêmes éléments de langage et parlent du produit de la même façon. Donc il y a tout un travail
de formation des sales, formation des équipes clients, formation des équipes produits, de l'admin, de la gestion de projet, enfin de toutes les parties prenantes. Tu vas avoir la mise à disposition de ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle le sales enablement, donc qui est les decks qui permet de présenter le produit, qui peut être des cas clients, qui peuvent être des articles qui parlent du produit. Donc, je pense qu'il y a tout ce travail-là de préparation, de support de com interne pour ces équipes-là. Une fois que ça s'est bien passé, tu peux commencer à ouvrir plus largement et effectivement, après, moi là-dessus, c'est là où ça devient moins mon métier, mais le travail d'un product marketing, ça va être de travailler vraiment main dans la main avec les équipes growth pour préparer les messages, que ce soit sur les réseaux sociaux, en paid, etc. De travailler avec les équipes contenu pour ton site, pour encore une fois avoir de la rédaction de blogs qui peuvent être mises en avant, des white papers. En fait, à ce moment-là, tu deviens plus un manager et tu viens plus en supervision pour t'assurer que ce que tu as construit et que tu as validé avec les équipes soit bien assimilé et se retranscrive bien dans les plans de communication qui vont être faits, que ce soit en gros, en contenu ou autre. À ce moment-là, est-ce que tu définis aussi, comme on en parlait au début, les métriques de succès pour se dire comment est-ce qu'on va aussi savoir au bout de 3, 6, 12 mois, est-ce que la restructuration a fonctionné ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut optimiser? Pour répondre à cette question des métriques, oui, pour moi, ils restent globalement les mêmes, à savoir quelle visibilité je vais avoir. Et donc, ça veut dire avoir été capable de bien identifier tes mots-clés, les problématiques sur lesquelles tu veux te positionner, donc combien de personnes tu ramènes sur ton site. Euh, une fois que tu as ramené ces personnes sur ton site, combien remplissent un formulaire pour être contactés, combien tu arrives à qualifier et débouche sur une signature, quel est le taux de churn. Et donc en fait, ça reste ces datas-là qui sont importantes. Je sais pas si tu vois le framework AARRR. Et donc en fait, je pense que moi j'aime bien reprendre, alors je me souviens jamais, je crois qu'il y a acquisition, activation, qui sont les deux premiers A, rétention, recommandation et revenu. Je crois que c'est ça. Et je pense que en fait, si tu reprends chacune de ces étapes-là, et que tu regardes quelle est la stat. Ok, acquisition, combien de leads rentrent dans le pipe? Activation, combien deviennent des clients? Rétention, quel est mon taux de churn? Recommandation, combien de clients qui quittent la boîte dans laquelle ils sont et qui vont dans une autre, vont reprendre l'outil. Et je trouve qu'en fait, finalement, ça te donne des métriques pour le product market qui sont assez pertinents. Et j'aime beaucoup ce framework pour avoir l'approche produit. Est-ce qu'après le déploiement, il y a une autre étape ou c'est la dernière étape? Non, après, c'est du suivi. Enfin, je pense que tu connais ça, c'est continuer en fait travailler avec les équipes pour de nouveau détecter les signaux faibles et essayer normalement d'optimiser sans avoir à restructurer. Est-ce qu'il y a une variable temps quand même que tu vois par rapport aux restructurations? Typiquement sur ton dernier travail de restructuration d'offre, ça a pris combien de temps? Ça a pris 3 mois. On a arrêté la mission parce que comme je t'expliquais, nous notre mission avec Itro où je fais du product marketing, même si je suis CMO aussi, j'ai des missions de product marketing, c'est de mettre en place une organisation cible dans l'entreprise dans laquelle je vais. Et donc là, on a arrêté au début de la phase 5 où on rentrait dans la phase de suivi avec les sales du discours, les apprendre à pitcher, leur mettre en face tous les éléments dont ils peuvent avoir besoin, donc les cas clients, les decks, etc. Et donc pour rencontrer tout le monde, alors après c'était une période d'été, je pense que 2 à 3 mois, tu arrives à faire cette mission-là, au moins d'audit et de poser les premières bases de la restructuration. Après, effectivement, si ce que tu as posé nécessite itération, ou en fonction de comment réagit le marché, ça peut être plus ou moins bien. Mais je pense qu'en 2 mois, 2 mois et demi, tu as quelque chose à mettre sur le marché à tester. Donc c'est assez rapide finalement, c'est pas un an, enfin... Après, moi, je parle enfin, encore une fois, je parle de B2B. J'essaye de me mettre à ta place chez Decathlon. Enfin, quand tu lances un nouveau vélo, une nouvelle canne à pêche, parce que moi, j'ai beaucoup acheté de canne à pêche chez Decathlon, mais il y a tout le process de création produit. Et donc là, forcément, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. On restructure pas un produit autour de la pêche chez Decathlon en 2 mois comme on le fait dans un SaaS où le logiciel est posé. C'est la grosse différence entre le digital et le physique, ça c'est clair. Ouais, exactement.
Est-ce que du coup, tu as un conseil à donner ou une erreur à éviter pour nos auditeurs qui se disent je vais mettre en place, ou je pense qu'il faut mettre en place une restructuration d'offres? C'est les deux mêmes choses, je crois, je dirais. La première, c'est écouter. Enfin, le meilleur des conseils, c'est d'être en alerte permanente et donc d'être à l'écoute des équipes et d'approcher les problématiques comme une vraie personne du marketing. C'est-à-dire que parfois, les gens vont dire, voilà, ce qui me dérange, c'est ça. Sauf que, en fait, ils ont du mal à formuler la réalité de leurs problèmes. Et donc, c'est un vrai travail de marketing d'être à l'écoute, mais d'essayer de creuser, de comprendre quel est le vrai problème derrière. Je dis pas que à chaque fois ils le cachent, c'est peut-être pas volontaire, mais il y a cette problématique-là. Donc, il faut être à l'écoute et essayer de creuser. Le deuxième conseil, la chose à éviter, il faut pas être trop à l'écoute non plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, les gens auront toujours quelque chose à dire. C'est comme quand tu écris un article, il y a 50 000 façons d'écrire, chacun a son style, et donc chacun veut imposer sa patte. Et donc, il y a un moment où il faut s'assumer en tant que product marketing, c'est nous qui portons la vision, et c'est notre patte qu'on impose, on peut pas avoir ce métier de être entre le marteau et l'enclume qui est très complexe, et pas avoir les lauriers de ça. Et pour moi, d'être capable d'écouter, mais pas trop, c'est hyper important parce qu'il faut imposer sa patte, sa vision et avoir des convictions aussi. Oui, en fait, c'est prendre de la hauteur par rapport à ce qui est dit et pas forcément prendre pour content et le rebasculer derrière, quoi. Exactement. Merci beaucoup Jérémy pour ce playbook restructuration d'offres. Là, tout le monde peut refaire une restructuration dans sa boîte. Si ça te va, on passe aux questions de la fin. Oui. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi? Bah, écoute, moi justement qui fais du B2B beaucoup, j'aimerais voir le product marketing côté B2C. Donc je sais pas qui après, mais j'aimerais beaucoup avoir cette compréhension d'un métier product market B2C pour essayer de voir est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'on a. Est-ce qu'il y a une ressource ou un livre que tu recommandes? Je lis assez peu de livres sur les métiers du marketing. En revanche, j'essaye d'écouter des podcasts, donc celui-là déjà. Et j'aime bien Start to Scale, qui, encore une fois, c'est lié à mon domaine, mais qui m'ouvre l'esprit sur plein de sujets, pas forcément, encore une fois, vu que le métier de product marketing est transversal. Je pense que Start to Scale traite de plein de sujets qui peuvent être RH, qui peuvent être sales, qui peuvent être assez divers. Et c'est hyper intéressant et hyper instructif pour nous en tant que product marketing d'être conscient de la vie des autres unités. Et enfin, la plus facile, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter? Sur LinkedIn, Jérémy Laboulben. Merci encore Jérémy, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi pour ton temps. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.